Eh bien, nous allons débuter notre table ronde. Donc d'accord. Sur la prévention chez les soignants, c'est bon, je pense, Alexis. La prévention chez les soignants est identifiée en quoi c'est un atout gagnant pour la fidélisation des équipes. Donc aujourd'hui, on n'entend toujours pas ? Et est-ce que là, oula, il ne faut pas que ça fasse de l'arsène. Donc je me présente, je m'appelle Florence Herry, je suis infirmière de formation, présidente de la société Libéraux. J'ai pu exercer à l'hôpital et à domicile avant de cofonder cette société. Et je fais partie du comité d'organisation et scientifique de People for Health. Et donc je suis ravie aujourd'hui d'animer cette table ronde sur la prévention chez les soignants, qui est un enjeu fort dans la santé des soignants. Alors, les intervenants que je vais vous présenter et qui vont eux-mêmes aussi présenter leurs actions vont en parler, mais il y a plusieurs chiffres clés sur la santé des soignants. Notamment aujourd'hui, il faut savoir qu'au moins 60% des soignants affirment négliger leur propre santé par faute de temps, d'accès ou de culture de soins. Et bien évidemment, vous le savez comme nous, il y a une hausse significative des arrêts maladie, mais aussi de l'épuisement professionnel, alors que ce sont des soignants qui sont censés prendre soin de leurs patients au quotidien. Pour ça, nous avons décidé aujourd'hui d'évoquer différentes thématiques et les intervenants vont en parler. Donc Alexis Bataille-Ambert, dans un premier temps, qui va vous parler du rapport sur la santé des soignants, qui a été élaboré qui a été sollicité par Agnès Firmin-Lebaudot, mais aussi 3 initiatives fortes sur la santé des soignants, tant physique que mentale, parce que bien évidemment, quand on parle de santé, c'est un ensemble, c'est holistique. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la main à chacun pour présenter ces initiatives, mais dans un premier temps, Alexis, tu es présent aujourd'hui et tu as inauguré le salon People for Health. Tu es infirmier de formation et tu es rapporteur du rapport de la santé des soignants dont tu as été missionné. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rapport et quelles sont les recommandations suite à ce rapport ? Merci. Alors, effectivement, en 2023, ça commence à dater un peu. Agnès Firmin-Lebaudot, qui était ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, a décidé de lancer une mission ministérielle sur le sujet de la santé des soignants. Pour s'intéresser à ce sujet, elle a nommé 3 personnes, Philippe de Normandie, un chirurgien, Marine Cress-Guilluy, qui est une médecin généraliste libérale, et moi, pour réfléchir et essayer de proposer des recommandations sur les bonnes manières d'améliorer et de préserver la santé des soignants. Force est de constater que 2023, c'est déjà trop tard. Et en même temps, beaucoup d'acteurs n'ont pas attendu 2023 pour se dire, tiens, c'est intéressant la santé des soignants, on va essayer de proposer des choses. Donc on n'a pas souhaité, et ce n'était pas le but de cette mission, de réinventer quoi que ce soit, c'était seulement de faire le bilan de l'existant, parce que quand on est allé sur le terrain, on s'est aperçu très rapidement que la plupart des initiatives, elles n'étaient pas connues. À la fois par les acteurs locaux, mais aussi au niveau national, et que ça méritait d'être reconnu, ça méritait d'être mis en lumière, parce que certaines initiatives nécessitent d'être nationalisées, d'avoir une envergure beaucoup plus globale. Et pour appuyer nos réflexions, on est parti d'un principe qui était assez simple, c'était d'avoir à un instant T un état des lieux, une photographie de l'état de santé des professionnels de santé. C'est ce qu'on a fait en menant une consultation nationale auprès d'un panel d'environ 50 000 professionnels de santé, consultation qui a été menée par le ministère de la Santé. Et cette photographie, elle nous a permis en 2023 non pas de découvrir de nouveaux sujets, mais seulement de confirmer un état de fait qui était celui que les soignants n'allaient pas bien.
à la fois sur la santé physique que sur la santé mentale, et en particulier, je dirais même, sur la santé mentale. Cette mission, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général qui était celui tout simplement que la crise pandémique a agi en tant que révélateur d'abord de l'existence des soignants, qui n'étaient pas seulement que des blues, et qui étaient d'abord des individus, des êtres humains à part entière, et puis que nos soignants étaient dans un état de santé, je ne dirais pas catastrophique, mais en tout cas inquiétant, qui pouvait menacer à plus ou moins long terme la pérennité, la stabilité de notre système de santé. Ce constat, il n'est pas franco-français. En fait, la plupart des pays qui disposent d'un système de santé équivalent au nôtre se sont emparés de ce sujet post-crise. La littérature académique, les différentes enquêtes ou les stratégies l'ont démontré. Les premiers qui ont été plus ou moins pionniers sur le sujet, mais pionniers chasse gardée à partir de 2017, sont les Espagnols. Mais pour le reste des pays qui ont un système de santé équivalent au nôtre, la prise de conscience a été très tardive. Et donc ça veut dire que si cette prise de conscience est tardive, les actions qui sont menées sont plutôt du ressort du curatif que du préventif. Parce que puisqu'on a laissé mariner, puisqu'on a laissé pourrir certaines situations, certains états de santé problématiques, eh bien, on est plutôt dans l'ordre du traitement de la maladie que de la prévention de la santé. Ça ne veut pas dire que les deux ne vont pas de pair. Et c'était le centre de nos recommandations, c'était de dire qu'il fallait agir à la fois sur les modalités de prévention, mais aussi sur les modalités de soins. Et en l'état, pour nous, un des modèles qui était intéressant, je passerai ensuite la parole à Catherine, c'était un modèle associatif, d'une part, chose rare. Ce n'était pas une fédération employeur qui s'en était emparée, mais c'était celui d'avoir à la fois combiné une approche curative, de soins, et une approche préventive, avec des ateliers, avec des webinaires, avec une présence également qui était également intéressante, c'est celle de l'aller vers. Parce que quand on parle des soignants, on arrive très vite à un constat qui est celui du tabou. La plupart des soignants considèrent que, à tort, hein, que leur santé, c'est pas important, que quand on est soignant, on ne peut pas être en mauvaise santé, et donc vont parfois jusqu'au bout de leurs propres limites, parce que même sociologiquement, sociétalement, un soignant, c'est un héros, on l'a vu au cours de la crise, les héros, les guerriers, ceux qui combattent en première ligne. Et donc, lorsqu'on est malade, on remet en cause son identité soignante. Et donc, aujourd'hui, et je conclue là-dessus, Florence, c'est que cette table ronde, elle doit être aussi l'occasion, non pas de reparler des énièmes constats, on sait que les soignants ne vont pas bien, mais c'est désormais, on passe à l'action, et passer à cette action, de mon point de vue, après les actions locales, après les actions très spécifiques selon les catégories professionnelles, c'est de se dire tout simplement on change de mode de pensée et on imagine que la santé des soignants, c'est une priorité au même titre que d'autres problématiques de santé publique. Merci Alexis. Non, tu n'as pas fini. J'allais te solliciter pour un autre sujet justement avant de passer aux expériences concrètes que mènent notamment les trois autres intervenantes autour de cette table ronde. C'est notamment aujourd'hui, le rapport donc, a été diffusé. Il y a des axes qui ont été proposés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les axes proposés et puis surtout où on en est maintenant et ce qu'on peut attendre finalement dans les prochaines semaines sans teasing ou sans trop de promesses? Alors, ce rapport, d'abord, il n'a pas été écrit à six mains, les trois co-rapporteurs, il a été écrit avec l'ensemble des parties prenantes. Les fédés, les ordres, quelques syndicats, partant du principe que si on voulait mobiliser très vite et un maximum de personnes, il fallait embarquer tout le monde et non pas les embarquer dans notre gloubi-boulga de rapport, mais leur dire, bon, quid des urgences, quid des grands besoins, quid des actions, quels sont vos moyens, comment on arrive à rendre un peu plus de visibilité, de lisibilité, y compris de cohérence entre toutes ces actions. Et donc on a construit notre rapport qui n'est pas une fin en soi, autour de 6 grands axes. Le premier axe, c'est celui de faire de la santé des soignants une priorité nationale de santé publique. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on veut garantir un système de santé qui soit pérenne et stable, on doit d'abord essayer d'investir, de réinvestir ce capital humain, parce que le digital, le numérique, c'est bien joli, ça permet de libérer du temps, mais a priori, on n'arrivera jamais à se passer des professionnels de santé, de la garantie humaine dans les soins. Le deuxième sujet, c'est celui de traiter la formation initiale, la formation continue, parce qu'on le voit, que ce soit du côté de la formation initiale ou continue, on ne nous parle jamais
de la santé, de notre propre santé et de l'intérêt de prendre soin de soi avant d'aller prendre soin des autres. On ne nous forme pas aux capacités d'auto-soin, à la gestion des émotions, à la gestion du stress. L'exemple pour moi le plus frappant, sont les étudiants infirmiers qui, au bout d'un mois, entre l'entrée en formation et le premier départ en stage, ont un mois pour découvrir déjà le vaste monde de la santé, leurs prérogatives d'infirmier et être mis en stage, en règle générale, dans du long séjour et souvent l'EHPAD. Quand on n'est pas préparé physiquement, mentalement, eh bien évidemment, il y a des dommages collatéraux. Il y a évidemment des étudiants qui peuvent être des égarés de Parcoursup, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas suffisamment préparés à la difficulté, parce qu'on a quand même un ensemble de professions qui rencontrent tous les jours différentes formes de violence, et notamment une forme de violence qui est la violence en propre de ce métier. Être confronté à la mort, à la maladie, à la détresse sociale humaine, c'est quand même très spécifique de la chose soignante. Donc on doit préparer nos futurs soignants à prendre soin d'eux-mêmes. Ensuite, la formation continue, ça va de pair. Le troisième axe, c'est celui aujourd'hui d'avoir dans chaque événement et chaque salon professionnel un temps dédié pour parler de ce sujet, parce que c'est dans la répétition que vient l'apprentissage, et en l'état, plus l'on parlera de ce sujet, plus on le mettra sur le devant de la scène, plus les uns ou les autres comprendront l'intérêt d'agir. Et pas seulement que les soignants, parce que à mon avis, les soignants ont quand même compris aujourd'hui qu'il y avait un intérêt à prendre soin d'eux-mêmes, mais aussi les décideurs. Les décideurs politiques, les décideurs hospitaliers, les managers, les cadres de santé, les directeurs des soins. Tout le monde doit prendre conscience de l'intérêt d'agir sur ce sujet. Le quatrième axe, c'est celui, bien évidemment, du financement, parce que c'est bien joli tous ces mots, mais si on veut mener des actions, il faut de l'argent. Mais l'argent, il y en a plus ou moins dans le PLFSS, mais il y en a aussi qui existent par ailleurs dans des fonds dédiés. Il y a le fonds d'investissement de prévention de l'usure professionnelle qui a été doté de 22 millions d'euros et pour lequel le monde de la santé, de manière générale, n'arrive pas à aller chercher de l'argent. Alors que le BTP n'a aucun problème à se saisir de crédits dans le FIPU. À savoir, je fais la parenthèse là-dessus, que le taux de sinistralité des TMS dans le BTP versus l'EHPAD est plus important en EHPAD. Donc une aide-soignante a plus de risques de TMS qu'un maçon. Un tiers supérieur qu'un maçon. Donc pourquoi le BTP arrive à aller chercher de l'argent alors que nous, on est incapable, on n'arrive pas, on ne sait pas faire. Le cinquième sujet, c'est celui des actions. C'est-à-dire comment on donne de la cohérence aux actions, comment SPS, avec d'autres acteurs, comment les ordres professionnels n'agissent plus chacun dans leur coin, mais comment on arrive à mettre une forme de synergie entre toutes ces forces, aussi en moyens financiers, et puis en lisibilité, parce que, on prend l'exemple des plateformes d'écoute. Les plateformes d'écoute, il y en a beaucoup. Mais je ne suis pas convaincu. SPS fait beaucoup de communication sur sa plateforme. Il y a d'autres plateformes qui passent un peu sous les radars parce que pas de moyens, pas de communication, pas forcément non plus un taux de réponse suffisamment adéquat, pas également non plus des répondants formés derrière le téléphone. Et tout ça, ça s'inscrit dans cette logique d'action. Si on veut que les actions soient pertinentes, efficientes et qu'elles aient un impact concret sur la santé des soignants, on doit les évaluer, on doit les accompagner et on doit leur donner peut-être une force, une puissance un peu plus importante qu'elles ne le sont aujourd'hui. Puis enfin, le dernier point, ça c'était notre côté un peu utopique et tu me demandais où on en était aujourd'hui sur ce rapport, c'était de se dire aujourd'hui des plans, des stratégies, et on le voit avec l'accélération de la vie politique, il y en a énormément. Un plan VSS, une stratégie violence, un plan nutrition, un plan machin, un plan bidule, une stratégie chose, il y en a énormément. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Ça veut dire que ce n'est pas pensé. Mais quand on revient à un niveau qui est le nôtre, c'est-à-dire de soignants sur le terrain, on en a zéro connaissance. On ne sait même pas que ça existe et on n'en voit même pas la couleur. Donc, nous, ce qu'on a proposé en dernier point, c'est de se dire, OK, la santé des soignants, à l'échelle du ministère de la Santé, d'une part, c'est une priorité. Mais ce n'est pas qu'un sujet de ministère de la Santé. Parce que quand on parle de finances, c'est le ministère des Finances et de l'Économie. Quand on parle de formation, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Quand on parle de CAP, de BEP, de Bac Pro, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et ainsi de suite. Et on arrive à avoir une vision interministérielle de la chose qui, à terme, mériterait d'abord un pilotage et puis la création, de fait, d'une stratégie interministérielle
liées à la santé des professionnels de la santé, qui pourra ouvrir, j'en suis convaincu, à terme, à d'autres professions qui rencontrent des problématiques similaires aux nôtres. Les pompiers, les policiers, les enseignants, pourquoi pas. Mais partons du principe que les professionnels de santé sont le bon exemple pour s'en emparer et pour réfléchir collectivement à l'intérêt d'agir, et pas seulement que pour des questions d'argent, mais aussi pour des questions de portage politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a les actions des gens sur le terrain qui font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, avec parfois beaucoup de difficultés parce que au-dessus, on ne comprend pas, on n'a pas non plus les enveloppes, c'est difficile de trouver de l'argent. Le privé n'est pas non plus une manne inarrêtable d'argent. Donc de quelle manière on redéfinit une stratégie, donc de quelle manière on lui donne un pilotage. Donc on avait rêvé, un doux rêve, à une délégation interministérielle, et puis en mode dégradé, à un comité de suivi interministériel. Alors aujourd'hui, où on en est ? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur une stratégie globale. Par contre, il y a des petites choses sur des plans. Il y a de la volonté politique. Pour avoir rencontré tous les ministres de la Santé, j'en ai toujours rencontré. Des moyens, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'établissements, il y a plein d'associations qui font des choses sans forcément lever des enveloppes de plusieurs milliards d'euros. Qui font des choses soit en réorganisant, soit en repensant, soit en tentant aussi, en dégageant du budget. Il y a plein d'établissements, je pense à l'hôpital Foch, au CHU de Toulouse, au CHU de Nice, même à SPS, qui parfois peut paraître du bricolage, mais ils tentent, ils osent. Donc on doit les accompagner. Et les accompagner, c'est pas seulement que donner de l'argent, mais c'est aussi donner d'autres outils. Et c'est l'objet, entre autres, d'autres initiatives qui existent, comme la plateforme de partage de bonnes pratiques qui a été proposée par l'ANAP. Mais cette plateforme de bonnes pratiques qui permet de déposer, de dire « Coucou, chez moi, j'ai monté mon unité, mon service, ma consulte ». Bref, un truc qui fonctionne pour les soignants. Je dépose mon projet et je le partage, je le donne aux autres. Parce qu'on est dans cette ambition de partage. Aujourd'hui, cette plateforme de partage de bonnes pratiques, il n'y en a pas si peu qui existent. Aujourd'hui, il y a 4 projets qui ont été déposés. Cette plateforme, elle a 1 an d'existence. Donc, il faut aussi donner aux professionnels, aux équipes, aux directeurs d'établissement, cette envie de partager, de tenter, d'innover avec des moyens existants. Et il y a des EHPAD, parce qu'on souvent on tire sur les EHPAD en leur disant que c'est l'endroit le plus pourri du monde où il y a le moins d'argent possible. Et bien, aujourd'hui, il y a des EHPAD qui ont monté des projets qui fonctionnent avec un turnover amélioré, une réduction considérable des accidents de travail et des maladies professionnelles, et sans forcément choper des enveloppes de plusieurs millions d'euros. Mais c'est une nouvelle pensée managériale, une nouvelle politique d'établissement. Et donc, aujourd'hui, moi j'aimerais bien, je serais très heureux que ce genre d'EHPAD nous disent « Ok, voilà comment j'ai fait chez moi, et je vous le partage, et je vous le donne. Et allez-y, regardez dans votre modèle, regardez de quelle manière vous, à l'échelle locale ou régionale, vous pouvez vous emparer de ces problématiques. » Et puis, je termine là-dessus. Je reviens sur les acteurs qui sont engagés déjà depuis 10 ans, et ce n'est pas pour passer la pommade à Catherine, mais il faut quand même reconnaître que des acteurs comme eux n'ont pas attendu que l'État, que la volonté politique s'en empare. Donc on doit faire conjuguer ces deux aspirations, des aspirations de terrain et des aspirations politiques pour réellement avoir un travail collectif mené sur ce sujet qui n'est plus un luxe aujourd'hui, mais c'est vraiment une nécessité. On voit les chiffres, c'est vraiment une nécessité. Merci Alexis, on voit la volonté forte de pouvoir mettre en place des actions concrètes dans le cadre d'un plan plus global. Et effectivement, on va y venir sur les sujets concrets. Avec nos 3 prochaines intervenantes. Et tout d'abord, effectivement, Catherine Cornibert. Vous êtes directrice générale et cofondatrice de l'association SPS, qui s'appelle Soins aux professionnels de la santé, et docteur en pharmacie. Est-ce que vous pouvez nous indiquer pourquoi vous avez créé SPS et nous décrire finalement quelle est la mission principale de l'association ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Florence, merci Alexis. De proposer en tout cas un salon qui ose parler de la santé des soignants, et je vais commencer par ça. La santé des soignants, c'est la cause pour moi nationale qui doit être portée au plus haut niveau, parce que demain, s'il n'y a plus de soignants, il n'y a plus de vie. Et pour nous, s'occuper de la santé des soignants, c'est préserver la santé des soignants, c'est améliorer
la vie de tous. Donc c'est tellement évident, c'est tellement trivial qu'on en oublie de s'en occuper. Et merci à Alexis d'avoir porté ce rapport en 2023 qui a commencé à briller. On n'attend juste pas que ça brûle. On n'attend pas que effectivement les soignants s'enflamment, parce qu'en ce moment c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et les chiffres alarmants déjà du rapport santé des soignants étaient juste édifiants. Et quand on regarde les derniers chiffres de la santé des infirmiers et des internes récemment publiés, c'est encore plus édifiant, notamment avec des idées suicidaires qui continuent à grandir, des abandons. Donc effectivement, la santé des soignants, on n'a plus à démontrer que c'est alarmant, sauf que c'est toujours intéressant quand même de montrer que les chiffres sont un gyrophare pour moi. Et il est important, non pas juste de dire que la santé mentale, c'est la grande cause nationale. Pour moi, la grande cause nationale, c'est la santé des soignants, parce que c'est notre vie à tous. Donc après cette introduction, vous avez compris mon engagement depuis 10 ans, effectivement, mon co-engagement avec d'autres professionnels de la santé sur la santé des soignants, qui déjà il y a 10 ans, déjà il y a 20 ans, était d'actualité, sauf qu'elle a grandi, on en parle plus, et on essaie ensemble d'agir, non seulement collectivement, mais aussi individuellement, parce que finalement, on est un peu tous aussi responsables de la santé de nos soignants. Et il ne faut pas toujours attendre des ministères, de la hiérarchie et de son collègue, mais aussi il faut se poser les bonnes questions, de dire finalement comment je peux améliorer ma santé ou comment je peux améliorer la santé de mon collègue. Donc c'est des actions collectives qui doivent être mises en place. Donc l'association a à cœur, notamment dans ses valeurs, dans une valeur forte, à travailler ensemble et à coordonner des actions collectives et individuelles. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait à notre petit niveau ? La première chose, c'est une mission d'accompagnement avec tout un dispositif psychologique qui va de l'écoute jusqu'à l'hospitalisation d'urgence, qui est un dispositif très médicalisé, puisque via un numéro vert ou une application que je vous encourage tous à télécharger, qui s'appelle ASSO-SPS, vous pouvez avoir accès jour et nuit à plus de 120 psychologues de façon gratuite, anonyme, confidentielle, avec 100% de décrochés, ça c'est unique en France, qui permet d'être accompagné, soutenu, réorienté vers un réseau national du risque psychosocial qui est composé de 400 personnes en France, hyper formées dans le post-traumatique et le suicide, voire même d'être hospitalisé ou hospitalisé d'urgence, puisque nous, depuis 2016, l'ouverture de la plateforme, on a reçu près de 40 000 appels, avec 3/4 des appels depuis le confinement, et depuis mars 2020, 50 appels d'urgence immédiate avec des idées suicidaires imminentes. Donc, et derrière tous ces appels, il y a des désanonymisations d'appels qui permettent notamment à l'équipe de SPS de rappeler les personnes pour désamorcer des crises suicidaires et d'avoir un accompagnement ultra médicalisé, sérieux, professionnel et utile. Derrière, c'est des femmes, c'est tout type de profil, c'est tout type de région. On a 30% d'appels la nuit, d'où l'intérêt d'avoir une plateforme qui est ouverte nuit et jour, y compris d'ailleurs par rapport à personnes qui sont en décalage horaire, notamment les dom-tom où il y a quand même pas mal de crises sanitaires. Donc c'est très important d'avoir en tout cas ce premier dispositif. Le deuxième dont Alexis a parlé, c'est aussi des actions de prévention pour ne pas en arriver là. Comment on peut proposer une boîte à outils à des professionnels de santé pour éviter d'être en burn-out, pour éviter d'être isolés, pour éviter de ne pas gérer leurs émotions. On a mis en place ce qu'on a appelé nous des ateliers lors de journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé qui sont en présentiel ou en visio, en atelier du soir tous les mardis et jeudis de 19h à 20h qui permet autour de 4 thématiques, la gestion du stress, le management et la communication, tout ce qui est bien manger, bien bouger, bien dormir et tout ce qui est pour les libéraux notamment droit et prévoyance. C'est plus de 60 ateliers différents, 80 ateliers dans l'année, avec une vingtaine de journées. Hier, par exemple, on avait une formation sur les violences sexuelles et sexistes. La semaine dernière, une journée portée par l'ARS sur la violence dans les milieux de soins. Donc, ces journées, ces ateliers permettent effectivement de proposer différentes thématiques pour que chaque professionnel de santé aille piocher dans les ateliers dont il a besoin. C'est aussi des formations Calliope sur les risques psychosociaux pour former notre réseau. Ce sont des fiches repères, ce sont des autotests. Tout ça, effectivement, est rassemblé dans un site internet qui s'appelle asso-sps.fr que nous allons bientôt faire grandir
et on va rassembler tous ces services dans un site qui s'appelle Maison des Soignants, qui est déjà une maison, qui sont des maisons en physique, puisqu'on en a une à Paris qui est en train de déménager et une bientôt à Metz qui va ouvrir le jour là cet été. Mais on a décidé aussi d'ouvrir pour les soignants cette Maison des Soignants virtuelle qui va proposer le plus lisiblement l'ensemble des services de l'association, y compris d'ailleurs pour nos partenaires, avec des services complémentaires comme du e-learning, du serious game, des fiches, des partenariats avec d'autres organisations et de la mise en lien aussi des structures qui existent pour s'occuper de la santé des soignants. Donc voilà, SPS, c'est tout ça. C'est évidemment de la communication, c'est rendre les services les plus lisibles possibles, mettre en lien les gens, valoriser des actions, des initiatives pour pouvoir enfin s'occuper de la santé des professionnels de la santé et pour pouvoir mettre en lumière à travers aussi un colloque national et des rencontres dans les territoires qui sont proposées par plus d'une soixantaine. Maintenant, on a 65 délégués régionaux et ambassadeurs qui essaient de promouvoir en fait toutes les actions de l'association pour répondre aussi à des sollicitations parce que, comme dit Alexis, il faut en parler partout, à tout niveau et oser dire qu'effectivement on s'occupe de soins parce qu'un soignant qui s'occupe de lui s'occupe bien également des autres, améliore la qualité de vie et surtout préserve notre santé à tous. Merci beaucoup Catherine pour ce retour sur ces explications sur SPS. On reste dans la thématique de santé mentale avant de passer à la santé physique avec Magali. Mais la santé mentale, professeur Nanoufam, vous êtes ex-doyen de la faculté de médecine et maïotique de Reims et membre du conseil scientifique de PSSM. Et aujourd'hui, vous souhaitez aussi nous évoquer surtout ce qui vous tient à cœur, c'est la santé mentale des étudiants. Puisque aussi les soignants, c'est d'abord des étudiants, comme le disait Alexis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus finalement sur ce sujet ? Merci beaucoup Florence. Bonjour à tous et à toutes. Alors pourquoi parler des étudiants lorsque souvent on a l'image d'une jeunesse insouciante, contente d'avoir trouvé son projet professionnel ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la précarité concerne de plus en plus d'étudiants actuellement. Pourquoi ? Eh bien, parce que là, on sait qu'environ un étudiant sur 4 maintenant, selon l'Observatoire national de la vie étudiante, sont en situation précaire suite à des problèmes qu'ils rencontrent. Les problèmes, ils sont de plusieurs ordres. Les problèmes financiers. On n'en parlera jamais assez dans le cadre de nos étudiants. Et c'est ces problèmes financiers qui les amènent à chercher des emplois, qui sont bien sûr source de fatigue pour eux, mais aussi source de stress, parce qu'ils ont moins de temps pour leurs études, ils ont moins de temps pour préparer leurs examens. Problème financier, ça veut dire aussi problème d'alimentation. Et actuellement, nous savons que 13% des étudiants disent qu'ils ne mangent pas suffisamment, dont 3% de façon régulière. Et 28% d'entre eux se tournent actuellement vers les aides alimentaires, que ce soit les épiceries solidaires et sociales, les restos du cœur, les banques alimentaires. Problèmes aussi familiaux. Parce que dans notre monde actuel, il ne faut pas oublier les conséquences que peuvent avoir les ruptures familiales, les divorces, qui fait que nos étudiants se retrouvent sans ressources financières, parfois sans logement, et ça arrive aussi, ils deviennent soutien de famille pour leurs frères et sœurs, voire pour un de leurs parents. Et puis ils ont des problèmes de santé eux-mêmes, et aussi des difficultés parfois dans leur parcours professionnel. Les études actuellement sont compliquées. Nous avons de plus en plus besoin de connaissances et de compétences. Et dans le cadre des études de santé, en dehors là, des soins infirmiers où il faut 3 ans, je prendrai juste là l'exemple des kinésithérapeutes, où il y a maintenant besoin de 5 ans de formation pour devenir kinésithérapeute, 6 ans pour devenir sage-femme, un minimum de 6 ans aussi, voire 10 pour devenir pharmacien, 6 à 10 ans pour devenir dentiste, et bien sûr
les médecins, au minimum 10 ans, voire 12 ans quand on veut devenir chirurgien. Donc toutes ces difficultés s'accumulent au cours du temps et c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on parle de la santé mentale des étudiants. Et est-ce que vous pouvez nous en dire justement un petit peu plus sur PSSM que vous représentez aujourd'hui? Oui, alors PSSM France, c'est Premier Secours en Santé Mentale France. C'est une association qui a été créée en 2018 avec comme cofondateur l'INFIP, qui est un organisme de formation professionnelle spécialisé en santé mentale, l'UNAFAM, qui est l'Union nationale d'aide des parents, des familles, des parents et familles de personnes malades et ou handicapées psychiques, et Santé Mentale France. Et PSSM France a maintenant les droits d'une licence, d'une formation en premier secours en santé mentale qui a été développée par l'Australie en 2000. Alors, c'est une formation pour tous qui a vraiment comme objectif de mettre en place une méthode qui est scientifiquement prouvée pour apprendre à aider, pour apprendre à écouter, à s'adapter à des situations, à avoir un comportement approprié lorsqu'il y a des formations en difficulté. Et cette formation, elle a été mise en place en Australie. Maintenant, 10% de la population générale en Australie a été formée au premier secours en santé mentale. Il faut la voir comme les premiers secours et formations aux soins d'urgence. Et bien là, c'est la même chose côté santé mentale. Et l'objectif de PSSM France, ça sera d'avoir formé en 2030 750 000 personnes, en sachant qu'à ce jour, il y a plus de 400 000 personnes formées en France. Pourquoi c'est important dans le cadre de nos étudiants? Ce que j'ai fait à Reims maintenant, il y a 10 ans, c'est de créer une cellule d'accompagnement des étudiants en médecine. Il y a vraiment dans le monde des étudiants de la santé 2 spécificités à bien avoir en tête. Première spécificité, ce sont des étudiants dans le cadre des études de santé qui ont choisi de prendre soin des autres. Or, comme ce qui a été rappelé, ils vont découvrir un milieu qui est difficile avec le monde de la souffrance, de la maladie. Ils découvrent la mort. Et ça va être compliqué pour eux, à travers leurs études, à travers ce qu'ils vivent, parce qu'ils n'y sont pas préparés, de dire qu'ils ne vont pas bien. Et souvent, ils ont honte de dire qu'ils ne vont pas bien. Donc en fait, il faut savoir que nos étudiants en santé sont un peu à part. La deuxième spécificité des étudiants en santé, c'est que ce sont des futurs professionnels de santé. Ce qui veut dire qu'ils ont des stages dans les établissements de santé, sanitaires, médico-sociaux, dans d'autres structures. Ce qui veut dire aussi que là, lorsqu'ils ne vont pas bien, ils vont avoir du mal à s'adresser à leur père parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ne vont pas bien, ils ne veulent pas être reconnus comme étant en souffrance eux-mêmes. Et il y a 2 mots importants lorsqu'on s'occupe des étudiants en santé, c'est la confidence et la confiance. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Et ce que j'ai fait à Reims, c'est que j'ai développé une formation des étudiants, pour les étudiants, par les étudiants. C'est-à-dire que je leur ai proposé d'être formés au premier secours en santé mentale, de façon à développer ce que j'ai appelé la paire aidance étudiante. Parce qu'il faut vraiment que nos étudiants soient formés pour prendre soin d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent prendre soin des autres. Et c'est ça que j'ai à cœur de pouvoir promouvoir, c'est-à-dire vraiment que la santé mentale de nos étudiants soit un de nos objectifs en tant que personne, il ne faut jamais l'oublier, et aussi en tant que futur professionnel de santé. Merci beaucoup, professeur Pham. On espère arriver aux chiffres clés de personnes formées en 2030. En tout cas, vous êtes sur une bonne lignée avec PSSM France.
Et maintenant, on va passer plus sur le volet santé physique. Donc, la santé au global, c'est la santé mentale, la santé physique. Et Magali Roé, donc, tu es directrice des opérations chez Libéraux. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être quelles sont les solutions de prévention que l'on mène chez Libéraux, mais aussi plus spécifiquement les projets que l'on a menés avec la MNH au sein d'établissements de santé auprès des soignants justement qui en ont besoin. Bonjour à toutes et à tous. Merci Florence. Donc effectivement, comme tu le sais bien Florence, chez Libéraux, nous avons à cœur de proposer des dispositifs innovants en matière de prévention auprès du plus grand nombre. Et parmi les individus, bien sûr, à qui nous nous adressons, les soignants, comme vous l'avez tous rappelé, ont des besoins à la fois particuliers et des besoins majeurs, donc qu'il sont nécessaires d'accompagner. Et un exemple de projet de prévention emblématique que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui est un que nous avons mené effectivement avec la Mutuelle nationale des hospitaliers, la MNH, sur le dépistage du cancer du sein en milieu hospitalier auprès d'agents de la fonction publique hospitalière. Donc, l'objectif que nous poursuivions, que poursuivait la MNH que nous avons accompagnée, était de promouvoir le dépistage du cancer du sein auprès des femmes et en particulier, mais pas exclusivement, auprès des femmes de plus de 50 ans. Donc pour cela, nous avons proposé des entretiens individuels, plus de 200 entretiens individuels dans 4 établissements de santé différents, en Pays de la Loire et en Île-de-France, des entretiens qui duraient 30 minutes et qui étaient assurés par des sages-femmes libérales. Donc ces entretiens de 30 minutes, réalisés en toute confidentialité, permettaient à la fois d'évaluer les facteurs de risque des participantes, de leur donner des conseils, de réaliser un apprentissage de l'autopalpation. Donc ces premiers gestes qui viennent en complément bien sûr des mécanismes de dépistage et d'orienter avec un partenariat qu'avait noué la MNH avec des CRCDC, donc des centres régionaux de coordination de dépistage du cancer, donc réaliser une mammographie dans des cabinets de radiologie partenaires. Donc pour les femmes qui soit présentaient des facteurs de risque, soit n'étaient pas à jour de leur dépistage organisé à 50 ans, elles bénéficiaient d'un rendez-vous dans un centre de radiologie pour faire cette mammographie. Ces entretiens, nous les avons rendus disponibles de jour comme de nuit, et c'est ce que vous mentionniez également, l'importance de la flexibilité horaire dans le cadre de ces dispositifs de prévention pour s'adapter à cette population hospitalière. Pour les mener aussi, ces entretiens, nous avons mis à disposition tout un parcours très simple et fluide d'inscription, parce qu'il est important également de bien s'insérer dans les plannings chargés des professionnels de santé et des soignants. Donc les entretiens étaient réalisés in situ, dans l'établissement, et donc il y avait de 5 minutes, même 2 minutes pour s'inscrire à l'entretien, choisir son créneau, 30 minutes d'entretien. Et en 35 minutes, on avait fait, entre guillemets, un bon tour de la question autour du dépistage du cancer du sein. Les résultats de cette campagne sont assez intéressants. Tout d'abord, nous avons obtenu un taux de participation de 82% dans les 4 établissements dans lesquels nous avons proposé cette initiative. Donc ça témoigne bien sûr de l'intérêt de l'intérêt et du besoin des soignants pour ce type de démarche. On a rencontré un engouement auprès des femmes de 50 ans et plus, mais également auprès des femmes de moins de 50 ans, ce qui témoigne aussi du besoin plus large de prévention. Enfin, bien sûr, il y a le dépistage en tant que tel, mais sur le cancer du sein, il y a aussi plus largement un besoin de prévention autour de cette pathologie. Et en termes d'impact en santé, puisque c'est ce que nous recherchons bien entendu chez les libéraux quand on mène ce type de dispositif, nous avons remarqué que près de la moitié des femmes, 46% exactement, avaient eu besoin, selon la sage-femme qui est intervenue, d'être réorientées vers un cabinet de radiologie pour une mammographie. Donc c'est important, hein, ça veut dire que sur plus de 200 entretiens que je vous ai menés, potentiellement on a évité 84 cancers qui ont peut-être été dépistés grâce à ces interventions de rattrapage entre guillemets.
Ce qu'on a vu également, c'est que la moitié des femmes qui ont participé à ces entretiens individuels n'avaient jamais eu connaissance de la pratique de l'autopalpation. Donc on ne leur avait jamais appris les gestes d'autopalpation, ce qui quand même souligne l'importance de ces sessions aussi d'un point de vue, comme on le disait, de prévention de manière générale. Et autour de la satisfaction, donc on a recueilli une note de 9,3 sur 10 sur la satisfaction autour de ce dispositif, ce qui montre que aussi, non seulement il est pertinent, mais il est assez fluide aussi en termes de mise en place dans l'organisation soignante. Du coup, tu les as mentionnés déjà un petit peu, mais finalement, tu as mentionné la confidentialité, le fait que ça soit au sein de l'établissement de santé. Mais quels sont, selon toi, les facteurs clés de succès de ces interventions qui, finalement, sont des interventions de l'aller vers, c'est un peu toi, Alexis, qui l'a mentionné, aller vers les professionnels de santé, notamment à l'hôpital? Oui, je pense effectivement c'est ça. Donc en premier lieu, c'est l'aller vers. Je pense que c'est pour ces populations encore plus spécifiquement. Pour les soignants, c'est important d'aller vers eux et d'apporter la prévention au plus près de l'exercice, tout en maintenant quand même ce cercle de confidentialité et de regard extérieur. C'est aussi pour ça que nous avons souhaité mobiliser des sages-femmes libérales en milieu hospitalier. C'est pas neutre parce qu'en fait, ça permet quand même que l'entretien qui est mené soit réalisé, voilà, quand même en détachement aussi du cadre d'exercice du professionnel de santé. Par un pair, par un professionnel de santé, mais qui n'est pas dans l'équipe de soins ou dans l'établissement dans lequel exerce l'agent ou le soignant. On a proposé ce dispositif à tout corps de métier, d'ailleurs. Ce qui implique quand même une exigence encore plus importante, et c'est un autre facteur de succès, c'est autour de la formation des professionnels de santé qui interviennent pour réaliser ces actes de prévention. Parce que l'exigence, bien sûr, des soignants envers leurs pairs est accrue, bien entendu, puisqu'on se parle de pair à pair tout de même, même si on n'est pas intervenu qu'auprès de participants de sages-femmes, bien entendu. Donc c'est à la fois facilitant et ça nécessite un effort de formation encore plus important. Donc ça, la flexibilité, on en a parlé sur les horaires, sur le dispositif, les inscriptions très fluides, proposer quelque chose de clé en main et de très simple pour les soignants qui minimisent le temps qu'ils ont à passer, mais qui promettent quelque chose de vraiment personnalisé autour de leur santé. Nous, l'approche individuelle, selon nous, elle est vraiment clé dans le dispositif. Voilà. Et bien sûr, un portage fort des directions hospitalières dans le projet, c'est ce qu'on a remarqué dans les 4 établissements dans lesquels nous sommes intervenus, qui permettent de diffuser la démarche auprès du plus grand nombre. Donc voilà. Donc on n'a pas mené uniquement ce projet autour du cancer du sein. Avec la MNH, on est intervenu aussi sur le défi de janvier, ce qu'on appelle le Dry January, ou sur les troubles musculo-squelettiques qui ont été évoqués comme effectivement des pathologies à risque majeur. Et on intervient plus largement sur de nombreuses thématiques de prévention. Donc très large, et effectivement, ce lien entre la santé physique et la santé mentale qui est vraiment clé pour effectivement des équipes en bonne santé. Et du coup, ma dernière question pour chacun d'entre vous, avant de vous laisser la parole aussi dans l'Assemblée, finalement, comment ces actions de prévention sont-elles un levier pour fidéliser finalement les équipes soignantes, pour retenir les équipes soignantes dans les services ? C'est pas simple. Et je pense pas que ça soit la seule clé pour fidéliser des soignants, prendre soin de leur santé. En revanche, nous, notre mantra au cours de la mission, c'était de dire un professionnel de santé qui va bien, c'est un professionnel de santé qui soigne bien. Et quand on discute des sujets qui font perdre une forme d'attractivité et donc de fidélisation à la fois pour les métiers, mais aussi au sein des établissements, c'est une perte de sens. C'est d'être en conflit permanent entre ses valeurs, sa façon de percevoir son identité professionnelle, sa façon d'être soignant tout simplement. Prendre soin de soi, de fait, ça permet aussi d'aller vers un mieux-être professionnel, donc potentiellement permettre aux soignants de rester dans les établissements où ils se sentent pris en compte, accompagnés, formés et pris en soin. En revanche, je ne suis pas convaincu que ce soit la seule réponse, parce que comme le sujet de la santé des soignants, le sujet de la fidélité au sein des établissements, c'est beaucoup plus complexe, il y a plein de déterminants. Si la fidélité, même dans le mariage, c'était de signer un contrat à la mairie, ça saurait. Il y a plein d'autres choses qui permettent de maintenir une forme de fidélité.
je parlerai aussi peut-être d'attractivité. Et la santé des soignants passe avant tout par la prévention. Je pense qu'il ne faut pas en arriver à avoir des idées suicidaires et à attendre le dernier moment. Donc il faut proposer quand même un ensemble d'outils, de programmes qui sont validés scientifiquement pour essayer d'apporter aux professionnels de la santé une boîte à outils, des outils autour des fondamentaux, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, la mauvaise alimentation qui est souvent beaucoup aussi qui sont dans les équipes soignantes, mais le manque d'activité physique aussi de la part des étudiants infirmiers. Donc il faut recréer les fondamentaux pour être en bonne santé, pour ne pas en arriver à des états d'épuisement qui engendrent des arrêts de travail ou même du présentéisme et dans des mauvaises conditions. Donc proposons les fondamentaux de sensibilisation pour aller sur la prévention pour rester en bonne santé. Professeur Pham, un mot sur comment prendre soin des soignants peut fidéliser les équipes? Moi, je dirais que avant d'être professionnel de santé, on est une personne, tout simplement, et qu'il faut commencer par là, c'est-à-dire prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Et pour nos étudiants, vraiment, pour tous les formateurs, pour tous les professionnels de santé, prenons soin de nos plus jeunes. Prenons soin de leur santé mentale et physique qu'on sous-estime et qu'on oublie beaucoup trop. Merci. Magali, le dernier mot? Je rejoins ce qui a été dit sur effectivement être en bonne santé. Ça permet d'une part de bien assurer son métier, de le faire de manière épanouie. Et aussi, je pense que le rôle de l'employeur, quand on est effectivement en termes de fidélisation, de montrer qu'on prend soin effectivement de ses salariés, de ses agents, de ses collaborateurs, ça permet aussi de les fidéliser et de les engager. Oui, sur la marque employeur et notamment pour pouvoir effectivement répandre des solutions et des expériences vécues sur un territoire. Ça peut aussi donner des idées, comme tu le disais. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et peut-être qu'on peut prendre 2-3 minutes encore si vous avez des questions pour Alexis, Catherine, Nanou ou Magali, ou si tout était clair. En tout cas, on reste à votre disposition si vous avez des questions sur cette thématique qui nous touche tous, de près ou de loin. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, à tous les quatre.